Donc bonjour à nouveau et merci à nouveau pour cette invitation. Le thème de cette présentation, c'est qu'en est-il des recommandations finalement de l'évaluation des patients qui ont un problème cardiaque avant une chirurgie non cardiaque? Alors c'est une situation qui a pas mal évolué avec, vous allez le voir, des notions qui nous imposent et nous met quelquefois probablement un petit peu en difficulté, en particulier pour l'utilisation des biomarqueurs. Mais il y a un intérêt et la première chose, c'est pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'évaluation préopératoire des patients cardiaques? Parce qu'il se trouve que le décès post-opératoire, c'est une des principales causes de mortalité dans le monde et que plus d'un tiers des décès post-opératoires sont liés à un problème cardiovasculaire. Donc, il est clair que soit on n'opère pas les patients dans les meilleures conditions possibles, soit on opère les patients alors qu'il ne faut pas les opérer, soit par euh, notre façon de gérer l'anesthésie, on a créé l'événement qui va entraîner le patient vers le décès. Alors, qu'est-ce qu'on craint par priorité dans les cardiopathies ischémiques? Eh bien, c'est que le patient fasse un infarctus post-opératoire. Globalement, il y a deux mécanismes possibles. Il y a la rupture ou l'érosion d'une plaque athéromateuse dans une coronaire qui va aboutir à une thrombose coronaire aiguë, un syndrome coronarien aigu. Ce n'est pas la situation la plus fréquente. Elle peut être en particulier liée à notre gestion des antiplaquettaires. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est la situation la plus fréquente, c'est l'inadéquation prolongée entre l'apport et la consommation en oxygène du myocarde. Il y a une nouvelle entité qui a été récemment, pardon, identifiée, c'est ce qu'on appelle les MINS, ce qui veut dire Myocardial Injuries After Non-Cardiac Surgery, sont des lésions myocardiques. C'est une élévation de troponine qui est volontiers asymptomatique, sauf que cette élévation de troponine et la hauteur de cette élévation de troponine, elle est liée d'une part à la mortalité du patient, et on sait que ces patients-là doivent être pris en charge en post-opératoire pour une évaluation cardiologique. Donc, on en était où en 2014? Alors, je prends exprès 2014 parce qu'en 2014, en France, on avait fait des recommandations conjointes entre la Société française de cardiologie et la Société française d'anesthésie-réanimation pour justement gérer ces patients-là. On s'est basé sur deux choses pour faire une stratification. La première chose, c'est le score de lit, que tout le monde connaît, le score de lit donc clinique, hein, on enlève la chirurgie, ou pour clairement les scores de lit ou RCRI supérieurs ou égal à 2 en fonction du type de chirurgie. On regarde la capacité fonctionnelle. Si la capacité fonctionnelle est bonne, on ne fait rien. Et si la capacité fonctionnelle n'est pas bonne, on propose un test d'ischémie. Et en fonction du résultat, on va voir ce qu'on peut faire. Mais globalement, cette stratégie-là permettait d'éliminer finalement du risque un certain nombre de patients qui, malgré un score de lit élevé, pour une chirurgie à haut risque, avec une capacité fonctionnelle faible, montraient que le test d'ischémie était bon. Et donc, c'est vraiment la valeur prédictive négative qui nous permettait d'exclure ces patients-là du risque. Mais à condition, évidemment, qu'ils aient un risque personnel intermédiaire. Et évidemment, ça ne touche que les chirurgies à haut risque et pas les chirurgies à faible risque. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est la publication en 2022 par la Société européenne de cardio des guidelines d'évaluation cardiovasculaire et de prise en charge des patients pour la chirurgie non cardiaque, qui globalement s'est basée sur une analyse purement cardiologique, c'est-à-dire pour les cardiologues. En France, on a la consultation d'anesthésie et c'est notre métier d'aller faire une évaluation et de savoir quel patient va aller directement au bloc ou quel patient doit avoir une consultation d'anesthésie. Alors, peut-être que ça complexifie la situation, mais leur stratégie, je vais vous la décrire, c'est une évaluation clinique du patient qui va en fait gérer l'ensemble du reste de l'algorithme. On ne parle pas des patients urgents qui, eux, vont au bloc. On peut parler, et ça c'est intéressant, il y a un chapitre sur les chirurgies non cardiaques qui ont besoin d'être réalisées relativement rapidement. C'est le cas du cancer, par exemple.
Ce qui est important aussi, c'est de lire dans cette recommandation des conseils hygiéno-diététiques, ce qui est assez nouveau et qui rassemble finalement un certain nombre de points sur le risque du tabac en particulier avant une chirurgie non cardiaque. Comment est construit cet algorithme? C'est d'une façon classique, hein, le risque lié au patient, horizontal, le risque lié à la chirurgie, vertical. Alors, le risque lié à la chirurgie, il y a un tableau, mais j'ai remarqué, moi, qu'à chaque fois que des cardiologues ou des médecins proposaient un tableau d'évaluation du risque hémorragique de la chirurgie, il manquait très souvent la chirurgie qui nous concerne. Je pense que les meilleurs spécialistes, hein, du risque hémorragique de la chirurgie sont évidemment les chirurgiens eux-mêmes, mais ce sont les anesthésistes réanimateurs. Donc, ce tableau, il est indicatif, il n'est certainement pas exhaustif. Donc, reprenons. Le risque lié aux patients. Chez les patients qui doivent bénéficier d'une chirurgie à faible risque, il n'y a rien à faire. On va au bloc. Tout ce qui est endoscopie, chirurgie de surface, ophtalmo, etc., etc. Vous voyez que le risque du patient, c'est 3 catégories. C'est des patients qui n'ont moins de 65 ans sans facteur de risque, plus de 65 ans ou des patients avec facteur de risque, et des patients qui ont déjà une maladie cardiovasculaire. Le risque, pour les patients à faible risque, quel que soit le risque de la chirurgie, il n'y a rien à faire. Donc finalement, c'est sur cette catégorie en bas à droite de patients qu'on va se concentrer. Il y a plusieurs points. Vous voyez en vert, on sent qu'il y a des recommandations sur l'utilisation de biomarqueurs. En jaune, vous avez la capacité fonctionnelle, et en gris, vous avez consultation de cardiologie, où en gros vont se situer les tests d'ischémie. Alors, première recommandation, comment est-ce qu'on doit évaluer la capacité fonctionnelle? C'est 2 étages d'escalier. Donc, si vous devez construire un hôpital complètement, mettez le service de cardio sans ascenseur, le service d'anesthésie sans ascenseur au 2e étage. Et si les patients arrivent, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'avoir d'évaluation. Et si vous avez des patients qui sont à haut risque, qui ont une faible capacité fonctionnelle pour un haut risque chirurgical, c'est du 1B. C'est à ces patients-là que s'adressent les tests fonctionnels de type écho d'obus ou scintille d'effort, etc., etc. Mais en revanche, il ne faut pas le faire de façon routinière. La deuxième chose, c'est la plus délicate et c'est une des grandes avancées entre 2014 et 2022, c'est l'utilisation des biomarqueurs. 2 biomarqueurs sont recommandés. La mesure de la troponine en pré- et en post-opératoire, avec une classe 1, recommandation forte, et la mesure du BNP ou du NT-proBNP, mais c'est une recommandation qui est un peu plus faible. Alors, pourquoi ces recommandations? Parce qu'il est clair qu'un patient qui va monter sa tropo en post-op va avoir un risque de décès, et certainement, il faut le prendre en charge, le surveiller, peut-être le mettre en unité de soins critique, l'adresser au cardiologue. Il y a un truc qui ne va pas. Le problème, c'est que si on fait ça pour les patients qui sont dans cette catégorie-là, c'est-à-dire soit qui ont déjà un facteur de risque cardiovasculaire, et des patients de plus de 65 ans, on en a beaucoup, ça va nous poser un véritable problème. Alors, un problème économique, c'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas intégrer cette recommandation-là, ça va nous coûter très cher. J'ai une proposition à faire, c'est de dire, alors, quel est l'intérêt d'avoir une tropo en préopératoire? C'est de s'assurer que le patient n'a pas de tropo naturellement élevé, enfin, chroniquement élevé plutôt. Insuffisance rénale, patient avec un sepsis, un patient qui aurait fait une embolie pulmonaire. Mais à la limite, ces patients-là, on ne les rate pas. Ils sont septiques, insuffisants rénaux, etc. Donc ceux-là, on peut les cibler. En revanche, en post-op, ça dépend un petit peu du voyage anesthésique pendant la chirurgie à haut risque ou à risque intermédiaire. Donc, peut-être utiliser ce score qui s'appelle le score Apgar chirurgical, qui est recommandé d'ailleurs dans les propositions ESC, qui sont simples. C'est comme un score d'Apgar nouveau-né, sauf que là, on utilise une mesure du volume de saignement. On regarde la pression artérielle la plus basse, on regarde la fréquence cardiaque la plus basse. Et vous voyez que quand on a 0 point, c'est-à-dire qu'en gros, on a eu une pression artérielle basse, une fréquence cardiaque qui a toujours été élevée,
et plus de 1 litre de saignement, on est clairement dans une chirurgie qui s'est passée moyennement et qui est probablement à risque d'événements cardiovasculaires. Et c'est chez ceux-là qu'il faut probablement aller mesurer la troponine post-opératoire à 24 et à 48 heures de façon à faire un cycle et de voir comment est-ce qu'il a supporté le patient ce type de chirurgie. Je n'ai pas de proposition à vous faire pour le BNP, le NT-proBNP. Ce sont des marqueurs qui coûtent cher et ils servent en fait en préopératoire à détecter des patients qui seraient à risque. Donc, je pense qu'en évaluation préopératoire, c'est plutôt l'examen clinique, effectivement, et l'impression que donne le patient qui va déclencher la mesure préopératoire du BNP ou du NT-proBNP. Alors, les recommandations, elles sont aussi pour l'indication de l'échographie transthoracique qu'on demande volontiers assez fréquemment en préopératoire. Ce sont les patients qui n'ont pas de capacité fonctionnelle ou qui ont un pro-BNP, BNP augmenté ou qui ont des signes cliniques finalement. Et c'est chez ceux-là que dans un cadre de prise en charge cardiologique, d'une part et périopératoire d'autre part, on va recommander l'écho préopératoire. C'est du 1B. En revanche, demander systématiquement une évaluation de la fonction du VG n'est pas recommandée. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a deux, trois éléments qui sont intéressants. C'est le fait qu'ils intègrent dans leurs recommandations l'anémie dont vous a parlé le professeur Lazzocchi. Il est clair qu'un patient anémique préopératoire, il est à haut risque d'événements cardiovasculaires, car ça rentre finalement dans cette imbalance entre les apports et la consommation d'oxygène du myocarde. Ils font des propositions aussi d'arrêt du tabac, en recommandant un B, l'arrêt de 4 semaines en préopératoire. Les recommandations françaises sont un petit peu plus explicites et disent que 4 semaines, c'est le mieux, mais même une semaine, c'est bien pour réduire un certain nombre de manifestations liées au tabagisme. Il y a surtout aussi une gestion des médicaments, en particulier des médicaments cardiovasculaires, qui sont clairement énoncés là-dedans, pas uniquement les médicaments antiplaquettaires ou anticoagulants, mais les autres médicaments cardiovasculaires. La première d'entre ces recommandations, c'est le fait, on ne met plus de bêta-bloqueurs en périopératoire de novo. Et ça, c'est plus recommandé à cause des résultats de l'étude POISE qui montraient qu'il y avait une augmentation du risque d'AVC chez les patients à qui on mettait des bêta-bloquants, même si dans l'étude, la dose de bêta-bloquants était vraiment énorme. En revanche, si votre patient est traité par ces médicaments-là, on les continue, en particulier les bêta-bloquants et les statines. Ici, on a les IEC et les antagonistes des récepteurs angiotensin 2, pour lesquels on ne sait pas exactement s'il faut vraiment les arrêter. En tout cas, probablement les arrêter si l'indication c'est l'hypertension artérielle, probablement les maintenir si l'indication c'est l'insuffisance cardiaque. Et il y aura une grosse étude qui devrait sortir en 2024 pour préciser un petit peu cette. Alors, je ne sais pas si c'est une légende ou pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'un patient qui prend un IEC fait plus volontiers des hypotensions artérielles à l'induction de l'anesthésie. Il y a les nouveaux médicaments, et en particulier les inhibiteurs SGLT2, les glyphosines, qu'il faut arrêter parce qu'ils ont un impact en particulier sur la volémie. Donc, il est préférable de les arrêter quelques jours avant, de façon à pouvoir avoir une volémie qui ne pose pas trop de problèmes au moment de l'induction de l'anesthésie. Ça, c'était pour les médicaments cardio. Maintenant, en ce qui concerne les médicaments de type antiplaquettaire ou anticoagulant, vous avez des recommandations qui sont tout à fait conformes à ce qui est dit. C'est-à-dire qu'en gros, si votre patient il est stenté, eh bien, vous pouvez l'opérer clairement 6 mois après l'angioplastie. Si c'est de la coronaropathie stable, c'est 12 mois après l'angioplastie, si c'est dans le cadre d'un SCA. Ça, c'est la mesure générale et c'est 1A. Mais on peut réduire le temps de chirurgie, en particulier lorsque l'on a des indications de type cancer. On va voir sur un tableau que si votre patient vient d'avoir une angioplastie, il est raisonnable d'attendre, ce n'est pas qu'il est raisonnable, c'est qu'il faut attendre au-delà d'un mois de bithérapie antiplaquettaire avant d'envisager de l'opérer, ou plutôt d'arrêter le deuxième antiplaquettaire. Si on est en tout cas, tout ça, ça doit être discuté de façon à de prendre une décision collégiale. Et on peut descendre chez les patients à haut risque
qui ont eu une angioplastie jusqu'à 3 mois si vraiment on est pressé d'aller faire l'intervention pour la durée de la bithérapie. C'est résumé dans cette figure-là. C'est-à-dire qu'en gros, votre patient, il est stenté à droite dans le cadre d'un syndrome coronaire aigu, à gauche dans le cadre d'une coronaropathie stable. Dans coronaropathie stable, il n'est pas question de le toucher dans le premier mois, ni pour les SCA d'ailleurs. Pour le SCA, il n'est pas question de les toucher pendant 3 mois, mais en revanche, pour une coronaropathie stable, vous pourriez les opérer de façon raisonnablement raisonnable à partir du premier mois. Il vaut mieux, si c'est de la chirurgie fonctionnelle, par exemple PTH, PTG, attendre 6 mois pour la coronaropathie stable, 12 mois pour le SCA. La reprise, évidemment, c'est dans les 48 heures post-opératoires. C'est du 1C. Il est recommandé de reprendre. Ce qu'il y a, c'est que la littérature est vraiment très pauvre. C'est les recommandations tout à fait conformes aux recommandations du groupe d'intérêt en hémostase qui a proposé en 2018 ce schéma qui est facile à lire et que vous trouverez soit dans ce journal-là, donc le journal de la Société française d'anesthésie-réanimation, soit sur le site de la SFAR. En ce qui concerne la gestion des AVK et des anticoagulants oraux directs, ce n'est pas le sujet ici, mais il faut bien dire que globalement, on est tous d'accord sur les délais d'arrêt de façon à gérer au mieux l'hémostase chirurgicale. D'ailleurs, c'est tout à fait conforme aux propositions et recommandations qu'ont faites le groupe d'intérêt en hémostase périopératoire, cette fois-ci en 2017, que vous trouverez également, et je fais de la publicité, sur le journal de l'ASFAR, Anesthesia Critical Care and Pain Medicine, ou sur le site de la Société française d'anesthésie-réanimation. D'autres recommandations qui sont extrêmement intéressantes, c'est mon patient a une valve mécanique en position mitrale. Est-ce que j'ai le droit de lui faire une HBPM en relais des AVK, parce qu'ils ne sont traités que par AVK, en préopératoire? Ces recommandations autorisent à le faire. C'est une vraie question. On n'est pas obligé de les hospitaliser pour mettre de la l'HNF IVSE. On n'est pas obligé d'utiliser de la calcie sous-cutanée dont on ne sait pas quelle est la cinétique. Donc, globalement, ça aide énormément. Enfin, la reprise des anticoagulants, 48 à 72 heures après l'intervention. Alors, de la même façon, c'est du 2B avec alors c'est faible recommandation et faible littérature. C'est la partie sombre, finalement, de la littérature de la gestion périopératoire des anticoagulants. Ce qui est sûr, c'est que si on les recommence trop tôt, on va faire saigner le patient. Et ça, c'était les recommandations d'il y a 20 ans. On disait qu'il faut les reprendre 6 à 12 heures. Puis ça a évolué 6 à 24 heures, 24 à 48 heures. Maintenant, on en est à 48 à 72 heures. Alors, à la fin de l'intervention, reprenez les anticoagulants doucement au début sous forme de anticoagulation, prévention de la maladie thromboembolique veineuse, donc des doses prophylactiques, et augmenter les doses jusqu'à arriver aux doses anticoagulantes 48 à 72 heures après l'intervention. Voilà, et puis je vous ai résumé l'ensemble. Et si vous avez des questions, je serai ravi de pouvoir y répondre. Je vous remercie de votre attention.